c'est à vous, et on ne vous fera pas monter sur scène, promis. Sauf si vous le voulez, vous êtes libre de vous autodéterminer. Monsieur. Je vais parler un petit peu pour Philippe qui n'a pas la parole, depuis l'enfance, il n'a jamais prononcé un mot, il ne peut faire aucun geste. Mais il a 2 Master 2 et il envisage de faire une thèse. Voilà, pour la complexité du personnage. Et donc il a inventé un concept qui est celui de singularité existentielle. En disant qu'il faut partir de ça pour repenser un peu les relations qu'on dit, c'est notamment les relations d'autonomie ou de dépendance. Il y a quand même une réalité qui est une histoire de vie, qui reflète, qui est, je crois, bien exprimée par la personne, ses objets, son monde. En fait, le monde, ça n'existe pas, c'est le monde qu'on fait, on se fait le monde. Donc, être au monde, c'est faire son monde. Donc, ça, c'est vraiment très fort dans la philosophie, dans l'éthique de Philippe. Et il envisage du coup de faire un colloque. D'ailleurs, Fabrice Olivier sera un éminent intervenant, mais un colloque justement cette année sur ce thème, sur 5 jours. Donc, si certains d'entre vous étaient intéressés par intervenir sur ce thème pour le développer à la fois vis-à-vis de la connaissance, interroger la connaissance, notamment la connaissance académique que tu as évoquée, la sociologie. Il a son master, un de ses masters en 2, c'est en sociologie, il est sociologue. Et donc, interroger la connaissance qu'on a à partir du jeu. Donc, souvent, la science, c'est le E. Et souvent, les actions collectives, c'est le nous. Mais le jeu n'existe pas. Donc, il faut réinterroger le monde à travers le jeu et le monde que le jeu fabrique. En tant que tel. Donc la deuxième élément, c'est effectivement de dire, donc aussi vis-à-vis de l'action. Là, on est en plein dedans. C'est comment justement on vit cette dépendance, cette autonomie. Philippe d'ailleurs auto-oppose, comme ça a été très bien dit. Elle dit maintenant on peut très bien être autonome et être dépendant. Il en fait la preuve. Il en fait la preuve absolue. Et donc il faut, bien sûr que vous avez eu raison de retourner tous ces termes et de se méfier des définitions pour voilà. Donc il a forcément beaucoup apprécié, je vois ses émotions, là on peut parler d'émotions et c'est très bien, quand il réagissait à tous vos propos. Il travaille d'ailleurs avec Emmanuel Loustalot, parce que lui défend effectivement ce principe d'être employeur direct, 24 heures sur 24, en fait il lui faut plus d'ailleurs, parce qu'il y a des doubles emplois, et puis, mais surtout il défend l'idée que c'est pas seulement pour pouvoir vivre, mais c'est pour pouvoir aussi donner et être actif. Donc c'est quelqu'un de très actif. Donc comment combiner la dépendance et les obligations de gestion d'un emploi multiple et en même temps une très grande activité. Philippe est conférencier et différent. C'est presque impossible du point de vue de l'administration. Emmanuel Loustalot a raison de dire que l'administration, on ne peut pas comprendre un personnage comme ça qui ne rentre dans aucune case. Donc, mais il y en a d'autres, plein d'autres. C'est l'impossible. C'est la quadrature du cercle, souvent dit. Et donc, mais c'est important qu'il se positionne à travers ça, non pas pour lui, mais pour cette catégorie qui émerge de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes très dépendantes comme lui qui font des études, qui poussent les parois, qui sont là et qui sont présents. Et je pense que c'est important de regarder justement leurs traces dans la société par rapport à ça. Et en plus, il a été sollicité comme expert auprès de Laboratoire de solutions de demain de la CNSA pour justement, d'ailleurs, suivre la question des EHPAD et du vieillissement. C'est assez intéressant parce que je me moque de lui, tu vois, déjà tu es dans la catégorie des vieux. Tu me rejoins, quoi. Donc c'est très bien de s'arrêter à la vie. Voilà, en fait, vraiment Philippe a beaucoup apprécié tous vos échanges parce que, et je crois qu'il a eu raison de s'inscrire à ce colloque pour pouvoir continuer peut-être ultérieurement des échanges avec vous. Merci en tout cas. Merci.
Blandine, si tu veux bien te présenter. Moi, je suis sociologue et je travaille sur des espaces qui ne sont pas des espaces ni français ni européens. Et que finalement, en France, on a quand même ce postulat d'égalité de la valeur des vies et d'égalité des rationalités, même si on est loin, quelque part, d'avoir abouti. Il y a des questions de responsabilité qui se posent, il y a des personnes qui sont sous tutelle, comme ça a été évoqué, il y en a qui sont jugées irresponsables, y compris en matière pénale. Mais cette égalité-là, elle ne va pas de soi, tout le monde le sait beaucoup mieux que moi. Et dans l'évocation que Olivier Cayla a fait de Hobbes, par exemple, je ne connais pas suffisamment Hobbes pour savoir si, à ce moment-là, l'individu était n'importe quel individu, homme ou femme, ça a quand même son importance malgré tout, vieux ou jeune, fou entre guillemets ou pas fou, et où étaient finalement les limites de l'autonomie de décision et de libre arbitre qui étaient prêtées à l'individu, parce que la question de la folie a été justement posée dans ces termes-là, et elle continue de l'être en matière pénale. Donc ça, c'est une chose, et je trouve que ce serait tautologique de supposer que les gens à qui on prête une autonomie de décision, une rationalité, soient donc considérés comme rationnels par la loi. Et en fait, il faut effectivement pousser le mur pour aller au-delà et reconnaître des formes de rationalité, y compris à Madeleine, y compris à des gens qui ont l'air tout à fait désorientés. Et j'ai des amis psychiatres qui travaillent justement sur avec Véronique, on en a discuté aussi, sur la fin de vie des personnes qui ont l'air de ne plus pouvoir s'exprimer et de ne plus avoir la parole. Qu'est-ce que c'est qu'une autonomie quand on n'a plus du tout la parole? Donc là, la question posée par vous au sujet de Philippe est très importante. L'autre chose que je veux juste évoquer rapidement, il me semble que ici a été utilisé le terme de domicile comme un synonyme du chez-soi. Or moi je travaille à Cuba pour l'instant, enfin notamment, et à Cuba quand je traduis domicile, bon je connais le terme en espagnol, il y a pas de problème, personne ne comprend ce que c'est. Alors le domicile, il y a une notion légale quand même, parce qu'à Cuba, comme vous savez, c'est un pays qui est assez sévèrement quadrillé, donc le domicile c'est en référence à l'adresse légale comme c'était en Suisse, en référence à la distribution de vivres quand on en distribue, etc. Mais pas du tout par rapport à l'intervention. Donc finalement, quand je discute de ça avec mes collègues cubains, le droit de l'État de pénétrer dans le domicile privé, en contrepartie, on va dire, d'une politique du c'est bien pour vous, ce droit est beaucoup plus limité. Et en France, il est limité aussi. Hein. Vous pouvez toujours appeler quelqu'un parce que votre mari vous tape dessus. Les flics, ils n'ont pas le droit finalement de rentrer chez vous. Donc il y a quand même des limites assez sévères aussi que je ne connais pas parce que je ne suis pas juriste. À Cuba, par exemple, le droit de l'État de rentrer chez vous, c'est pour fumiguer, comme ils disent, pour enlever les parasites, les virus, les moustiques, etc. Ça, c'est pour le bien public. En revanche, rentrer parce qu'il y a une vieille dame qui risque de s'être cassée la gueule toute seule, l'État n'a pas le droit. Et moi qui ai travaillé longtemps sur le monde arabe, cette frontière, en fait, du droit public à légiférer au sein de la famille, elle est fermement combattue, notamment par les courants, on va dire, de l'islam qui maintiennent que c'est la charia qui doit régler l'interne. Donc je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne veux pas être plus long que ça, mais le domicile, en fait, en France, ce domicile-là dont on parle, qui n'est pas le chez-soi, qui n'est pas... Moi, je ne dis pas, je vais rentrer à domicile, je dis, je rentre chez moi. Donc le domicile, on en a déjà parlé avec Katia, c'est une notion qui est déjà institutionnalisée et qui déjà implique une forme de politique publique qui a effectivement comme contrepartie, comme toutes les politiques publiques, le droit d'intromission, en fait. Ce qui est la contrepartie des politiques familiales depuis le 19e siècle et qui l'a toujours été. Mais qui n'est pas égalitaire pour tout le monde. Parce que les pauvres se font plus percuter le domicile que les pas pauvres. Et du coup, les inégalités, elles sont aussi sociologiques et pas seulement entre personnes bien portantes et pas portantes, ou valides et invalides. Elles sont aussi entre capacité de résister à ces injonctions, en fait. Et ça a été évoqué. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. Juste pour vous dire, on peut tout à fait institutionnaliser chez soi, effectivement. C'est le fait de vivre sous des normes voilà, qui nous sont imposées qui fait l'institutionnalisation. Qui fait le domicile au sens qu'on emploie nous de domicile. Et qui fait que les Cubains, comme il n'y a pas de politique publique à part la fumigation, ils ne savent pas ce que je veux dire quand je dis maintien à domicile. Juste pour rebondir, merci beaucoup pour cette intervention, parce que ça va dans le sens de ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on imagine que
ce serait magique, la désinstitutionnalisation, comme si le domicile n'était pas une institution. Et on oublie que c'est fait de toute façon. Et ça implique des contreparties et des concessions. Et oui, la dame qui a la clé, les boîtes à clés, et si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais c'est une institution. C'est une institution en soi qui pose plus d'ambivalence probablement que quand c'est dans un espace public. Moi, je m'occupe de la Fédération européenne dont la fondation du domicile est membre, donc, à Bruxelles. Et au niveau européen, la manière dont le sujet est traité est vraiment différente. Et du coup, c'est très instructif de voir comment ça se passe en France. Je trouve qu'on est chanceux. Au niveau européen, il y a eu un texte qui a été sorti il y a 3 ans qui s'appelle la stratégie européenne en matière de soins, donc de care. Et moi, la manière dont je l'analyse, c'est véritablement comment est-ce qu'on peut aider les aidants informels pour qu'ils prennent soin. Et donc, en fait, c'est pas du tout une logique de professionnaliser le secteur, de rendre les travailleurs déclarés, parce qu'au niveau européen, on a vraiment cette problématique de 70% des travailleurs sont non déclarés, c'est principalement des travailleurs migrants, etc. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut appuyer les aidants informels, donc principalement des femmes qui prennent soin de leurs proches. Et pour autant, le grand sujet de la Commission européenne, c'est le retour des femmes au marché de l'emploi, enfin sur le marché de l'emploi, la compétitivité, etc. Et donc il y a une espèce de schizophrénie et qui n'est pas du tout logique. Et véritablement, on n'appuie pas du tout le fait de sortir ce métier de la sphère informelle et de professionnaliser le domicile. L'institutionnalisation, la désinstitutionnalisation est demandée et montrée, mais plutôt via alors, est-ce qu'on peut donner des financements à ces aidants informels? Est-ce qu'on peut leur donner quelques heures de formation? Mais en fait, ça ne répond pas du tout au problème, et nous, c'est sur ça qu'on se bat, et en tout cas, cet échange aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci. Oui, je sais pas où ça mène à une réflexion comme ça, je sais pas où nous mettre la salle. Enfin, je vois ce qui m'inspire en parlant, c'est ma mère en EMS, enfin, chez nous c'est établissement médico-sociaux, je sais pas plus que c'est pas. Et mon neveu en. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des établissements pour personnes handicapées. Les épis. Oui, ça masse, c'est ça, une masse. Et l'un et l'autre vivent des moments, ça va être plus prochain encore, les fameux. Enfin, il y a une espèce d'attention portée autour de le choix, l'autonomie, j'en sais rien, enfin, et qui est portée dans un incroyable effort de ces institutions pour les progresser. Et voilà-t-il pas qu'on va mobiliser l'infirmière-chef, le médecin éventuellement de référence, l'infirmière d'étage, une soignante de l'étage, évidemment la famille, enfin ceux qui sont convoqués pour ça, qui ne sont pas forcément les plus impliqués, bref, et enfin, et donc c'est une énorme dépense d'énergie pour quelque chose, et pareil, hein, dans le handicap c'est pareil, il va mobiliser les parents, il y a toute une espèce de... et celui du foyer de jour, et puis l'équipe, enfin voilà, et donc c'est comme dispense d'efforts, de temps, quand on compte les salaires de tout le monde, c'est énorme, et pour tous les résidents, mais quand je vois ces moments-là, ils sont que l'aménagement dans le faisable. Et cette question de sécurité justement dans le care, avec une toute petite voix, ma mère dit, quand j'ai compris qu'en fait des déplacements lui valaient qu'on lui donne à manger, en fait, alors qu'elle est complètement habile de ses mains, elle peut manger elle-même, mais elle n'avait pas grand faim. Et ça, c'est insupportable pour l'institution, parce que, quoi alors, la nutrition? Et donc on est là avec une espèce de confrontation sur cette fameuse sécurité pour elle, quoi, de la nutrir. Et elle, juste qui dit, j'aimerais manger seule. Je préférerais manger moi-même. Et cette question-là, et comme mon neveu, à qui j'expliquais doucement que les 2 neuroleptiques qui mangent combinés, en plus d'autres de médicaments, peu à peu, tous les médicaments qui aident sur le plan de l'œsophage, enfin, vous voyez, tout ce qui après vient contrebalancer les effets secondaires, donc ça se rajoute au fil du temps.
Et lui qui dit, j'aimerais baisser ça, j'aimerais une fenêtre thérapeutique. Mais ça, ces deux mondes-là, ténus, c'est pas ça qui va faire, c'est pas ça qui va faire l'objet de ces fameux projets de vie. Et si, je ne sais pas, puisque de toute façon les institutions prennent ce temps-là, quand je relis vos documents ici et que vous mêlez philosophie, éthique, sociologie, comment penser ces espaces dits de projets de vie où ce que l'on entend, et je ne sais pas, toute personne qui l'entendrait, parce que c'est vraiment une organisation du silence, c'est-à-dire c'est une organisation pour ne pas entendre. C'est comment quelque chose qui est comme ça dit, ça traverse, je ne sais pas, l'espace comme une mouche, il y a une capacité à ne pas porter attention à ce qui dérange. Et donc comment toute personne qui entendrait quelque chose qui, dès lors, vient bousculer bien bousculer ces cadres de domination, enfin de bien-pensance sur ce qui est bon pour l'autre, comment une chose et pas tant, une chose mobiliserait cette espèce de dialogue éthique qu'on aurait souhaité avec cette famille tout à l'heure, où tout le monde discute de... Voilà, vous disiez, j'aurais voulu en parler, j'aurais voulu qu'on m'en parle, qu'on s'en parle. Comment, et puis qu'on s'en parle de manière éclairée, parce qu'évidemment que c'est compliqué, évidemment que la juge a posé la médication dans les mesures de protection. Et donc comment, parce qu'on est, je veux dire, il n'y a pas, l'équipe seule ne peut pas résoudre ça, c'est clairement pas. Et comment, au lieu de mettre ce temps à cette espèce de simulacre de projet de vie, là, comment on mettrait une écoute à ce qui vient, toute voix ténue qui dit « j'aimerais être ailleurs, j'aimerais faire autre chose que ce qui m'est imposé par l'institution dominante, j'aimerais autre chose pour moi. Si j'étais seule, ça ne se poserait pas, mais comme je suis dans l'institution, la question elle se pose, ça se pose à moi. Je voudrais vivre autre chose que ça, avant de lâcher avant de tout lâcher finalement Et donc comment toute voix ténue mobiliserait une espèce de réflexion éthique associant la personne, où on cherche à faire ce que vous disiez magnifiquement. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de... Merci, bravo, beau réflexe. Il n'y a pas un qui a raison, il s'agit de les faire débattre. On n'a pas, c'est à la Morin, quoi. Il n'y a pas une grande vérité, c'est parce qu'on va s'engager dans la complexité et qu'on va chercher le moins pire pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas comment transformer cette espèce ces temps imposés, alors vraiment, il faut tous s'y mettre, et comment les déplacer pour qu'ils soient, pour qu'ils ouvrent des temps de ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, où on croise les visions à partir de toute mention, même ténue, de quelque chose qui évidemment vient déranger et vient bagarrer entre éthique et sécurité, entre autonomie et sécurité la plupart du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Et du coup, ça fait écho aussi avec les travaux d'Olivia sur les injustices épistémiques. En fait, ce que vous nommez les injustices épistémiques testimoniales, c'est-à-dire le rapport asymétrique entre un sachant et un profane, et la question de la légitimité à pouvoir savoir pour l'autre ce qui est bon pour lui, ce que Olivier Guérin, tu as également dit, ce que tu développes aussi dans tes travaux. C'est-à-dire que la question épistémique testimoniale, c'est de savoir qui a raison en dernière instance pour émettre un jugement sur une situation. Est-ce que c'est celui qui le vit ? Est-ce qu'il est plus légitime à dire ce dont il a besoin au détriment d'un éventuel risque qu'il pourrait vivre, d'une exposition à un risque qu'il pourrait vivre? Et dans ce cas, quel est le rôle de la société de lui éviter ce risque-là et de le maintenir en vie? De la même manière qu'on voit que finalement les politiques sociales segmentent en dysfonctionnement pour pouvoir solvabiliser, puisqu'il s'agit là de ce que tu disais aussi Emmanuel, c'est-à-dire la solvabilisation, elle se fait sur la base de la perte de l'autonomie quand il s'agit des actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, se lever, manger, etc. Mais aller plus loin que ça
et se dire que ce qui anime réellement la personne, c'est pas uniquement ce qui la maintient en vie sur le plan fonctionnel, mais bien ce qui lui permet de déterminer sa vie et de pouvoir mettre en œuvre son autonomie décisionnelle, c'est toute la question qu'on voulait soulever ici dans ce colloque-là. C'est vous entendre, et on vous a très bien entendu, sur la question de ce périmètre sécurité et liberté. Est-ce que l'un et l'autre peuvent être contenus? Comment les contenir? Comment faire en sorte que l'individu se réalise et s'autodétermine? Il y a un très bel article qui est paru dans Gérontologie et Société, qui est très récent, la 2024, sur la question des dilemmes éthiques dans un contexte de dysphagie. Ça m'a fait penser à ce que vous venez de dire à propos de choisir ce que l'on souhaite pour soi. Et manger quand on est dysphagique, qu'on perd en autonomie et que chaque bouchée est potentiellement une prise de risque, mais que pour autant la personne dit qu'elle souhaite manger un steak, et qu'elle ne peut pas mécaniquement, techniquement manger ce steak, et que les professionnels ne peuvent pas accepter qu'elle ne fasse en tout cas pas en leur présence, ça pose de vraies questions. De vraies questions de liberté et de risque. Et certaines professionnelles, là, pour reprendre ton intervention, Catherine, ton intervention, Daphna, sur quel ressort émotionnel et quelle intelligence pratique de la situation je peux mettre à l'œuvre dans une interrelation sans témoin, dans une interaction très proche, aussi pour maintenir la confiance avec cette personne et aussi pour lui permettre de continuer à vivre finalement, est-ce qu'on pourrait dire, décemment selon son prisme à elle. Ben, c'est très beau. Excellent. Un point juste peut-être coupé sur le point, tu as parlé d'autonomie décisionnelle pour la personne. Moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur l'autonomie institutionnelle des professionnels et non discrétionnaire, parce que ça va vraiment de pair. C'est-à-dire que l'autonomie institutionnelle est appuyée et reconnue, c'est-à-dire que c'est vraiment autorité, ça appuie l'autonomie décisionnelle. Cette autonomie de ces professionnels qui ne sont pas tant, en tous les cas, établis que ça. Oui, c'est essentiel d'avoir ça à l'esprit. Et qui s'invente chaque jour. Et ce que dit Daniel est très vrai, parce que Daniel a toute la magistrature, il y a tout le poids aussi de la psychiatrie ou d'autres qui vont à un moment donné, pour donner raison aussi, j'ai rien contre le psychiatre. Mais on a parlé des médications, parce que c'est ça que derrière ça, il y a un poids tellement lourd. Derrière ça, comment les auxiliaires, elles peuvent qu'être dans la transgression, puis dans le clandestin, puis dans la visible. Même si les services vont négocier un peu avec eux. Tu vois, ça c'est tellement fort aujourd'hui. Merci. Olivier? Je voulais dire tout à l'heure à propos d'une remarque qui était faite au sujet de Hobbes, est-ce qu'il faut prendre en considération la femme contre l'homme, le fou, etc. Évidemment pas. Et c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles ce modèle est considéré aujourd'hui comme renvoyant à une conception obsolète dans une certaine mesure, parce que ne prend pas en considération. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y avait chez Hobbes, ce n'est pas autre chose qu'un modèle permettant de penser en fait politiquement l'autonomie comme étant la base d'une société qui se donne à elle-même ses propres règles. C'était en fait pour déboucher sur une théorie politique. Et ce faisant, le concept d'autonomie à partir de la notion de droit de l'homme, de droit de l'individu, était conçu en opposition absolument radicale. C'était une sorte de guerre déclarée à la notion de prudence chez Aristote. La prudence chez Aristote dont il était question, c'est en fait un concept qui justifie l'hétéronomie naturelle. Le fait de gouverner autrui. Le gouvernement naturel d'autrui, c'est le concept de prudence qui permet de le justifier. La prudence renvoie à la figure du prudent, et tout le monde n'est pas prudent. C'est ça qu'il y a chez Aristote. La prudence est très inégalement répartie. Et il y a une sorte de vocation naturelle du prudent à gouverner autrui, alors que chez Hobbes, la notion de droit de nature, c'est en fait l'idée que chacun est prudent, on est tous prudents suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être gouverné par autrui. Au total, ça renvoie des visions politiques qui sont en fait des oppositions de la modernité par rapport à l'Antiquité. Voilà,
Ainsi, je pense qu'il est temps de conclure, puisqu'il est 17h25, et de rentrer à votre place.